Je m'appelle Pierre Pézra et je suis le réalisateur du film Les Sentinelles. Mon père en fait était quelqu'un qui était un scientifique et qui avait aidé les travailleurs de l'amiante à se bagarrer, à se défendre et à faire reconnaître leur maladie en maladie professionnelle. Il a fait ça parce qu'en fait, il travaillait à Jussieu au moment où de l'amiante est tombé des plafonds. Et il a pu, en quelque sorte, mener une action politique, un engagement politique avec ses compétences de chercheur, chimiste qu'il était. Et en se disant que finalement, les premières victimes qui allaient être touchées par l'amiante, avant d'être les chercheurs de Jussieu, c'était les travailleurs de l'amiante. Et c'est comme ça qu'il est allé à la rencontre de ces travailleurs. Et c'est comme ça qu'il a eu ce sorte de concept de sentinelle, d'ouvriers sentinelles du milieu environnemental, parce que ce sont eux les premiers touchés. En 1994, les scandales de l'amiante éclatent partout en France. Il y a deux mesures simples, si vous voulez. La première, c'est un bannissement complet, c'est-à-dire une interdiction totale de tout travail et de toute importation, de tout commerce avec l'amiante en France. Moi, j'ai fait le film parce que j'ai rencontré les personnages du film dans l'association qui s'est créée à la mort de mon père en 2009. Qui m'ont paru être des personnages que personne ne connaissait et à la portée du discours très très important. Et en même temps, c'était aussi une façon pour moi de participer à cette association, d'apporter ma pierre à l'édifice en mettant en lumière en fait ce combat-là, le combat de mon père, mais aussi le combat des personnages qui sont dans le film. D'apporter ma pierre à l'édifice en faisant connaître un petit peu, en le rendant populaire, en le mettant en lumière pour que tout le monde puisse en entendre parler, enfin tout le monde, que ceux que ça intéresse en entendent parler. On a retrouvé, je pense, 7 fois plus de pesticides que la norme maximum autorisée sur ce céréale. Et nous, on avait toujours ces symptômes qui revenaient dès qu'on recevait ces céréales. Donc je me dis, ça ne peut plus durer. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller porter plainte en gendarmerie. S'attaquer au patron de Triskalia, vraiment, c'est compliqué en Bretagne. On n'a plus le droit de baisser les bras pour ce qui arrive après nous. Et c'est pas normal qu'on est en train d'empoisonner l'humanité et toutes ces saloperies. Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce film, je ne pensais pas, je connaissais pas l'affaire Triskalia. J'en ai entendu parler en préparant le film et il y a une journaliste qui s'appelle Inès Léraud qui a fait une émission sur eux, qui est passée à France Culture. Et l'affaire m'a paru, et on en a parlé aussi à l'Assemblée Générale de l'association Henri Pézra. Et cette affaire m'a paru tellement énorme au niveau de ce qui a été fait sur le dos de ces ouvriers de la coopérative. Et en même temps, ils étaient tellement symboliques de ceux que mon père appelait des sentinelles, à savoir que ce sont eux les premiers touchés, mais derrière les sentinelles, qui va être touché? Eh bien, ce sont la société civile, les consommateurs que nous sommes. Et derrière les ouvriers Triskalia, qui va être touché? Eh bien, ce sont d'abord les cochons qui mangeaient ces céréales infectées, et ensuite, ce sont les consommateurs qui vont manger ces cochons. Donc, il y avait une espèce de symbolique très fort dans l'affaire Triskalia, dans ceux que mon père appelait les sentinelles. Et ils ne l'ont pas connu, mon père, parce qu'en fait, l'affaire est arrivée après sa mort. Mais en même temps, il fallait absolument qu'il soit dans cette histoire. Et ces gars-là, un jour, comme tu as dit, là, comme ton copain, ils meurent, et vite fait. Et c'est terrible, parce qu'il y a un sentiment de violence et d'injustice, mais qui est insupportable. C'est une histoire qui est dans la chair, et il n'y a pas d'aide. Plus que le rapprochement d'un syndicaliste ouvrier et d'un agriculteur, ce qui m'intéressait, c'était que les personnages du film puissent se rencontrer. Que j'ai pas que des histoires parallèles, il me fallait aussi des moments où les personnages se rencontrent, parce que voilà, l'histoire doit avancer, et pour qu'une histoire avance, il faut qu'il y ait du dialogue, des rencontres. Et en plus, les rencontres, c'est quelque chose qui a jalonné le parcours de ces personnages, qui a jalonné le parcours de mon père. Et ce sont les rencontres qui aussi font que des vies peuvent être... La façon dont les gens envisagent leur vie peut être bouleversée.
La vie de Josette Rouder a été bouleversée par la rencontre de mon père, celle de Jean-Marie Birbès aussi, et la vie de Paul François, donc l'agriculteur dont vous parlez, et de Jean-Marie Birbès, l'ouvrier, a été bouleversée par leur rencontre. Alors en fait, je voulais les faire se rencontrer, et il s'est passé ce truc énorme qu'on voit dans le film, cette séquence pleine d'émotions, où les deux hommes se jaugeaient au départ, mais Paul François est quelqu'un qui parle avec beaucoup de franchise, et finalement dit que au départ, voilà, lui, fils d'agriculteur, fondateur de la FNSEA de Charente, en face d'un ouvrier, ancien syndicaliste CGT, donc normalement des gens qui sont à 10 000 lieues de l'un de l'autre, qui se retrouvent finalement en quête d'une même volonté de justice, qui est eh bien, arrêter, il faut que les firmes arrêtent le profit, de faire du profit sur la santé de ceux qu'ils exploitent. Et que eh bien, cette séquence a été... voilà, j'ai provoqué une rencontre, il s'est passé ça, cette espèce de moment magique. Aujourd'hui, les deux, Paul et Jean-Marie, sont devenus des vrais amis. Ils se voient souvent. Et pour moi, c'est un moment inoubliable. Pour Annie Thébaumony, qui était la compagne de mon père, qui était présente, et pour moi, c'était un moment inoubliable. Le droit ne s'arrête pas aux portes des usines. On n'a pas, ça voudrait dire qu'on a le droit, on n'a pas le droit de tuer dans la société, dans la cité. Mais derrière la porte de l'usine, on peut tuer. Et non, 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 bien sûr que non. Les crimes industriels commis à l'aide de cancérogènes sont des crimes parfaits. On a 355 000 nouveaux cas par an. On a moins de 0,5% de cas qui sont reconnus en maladie professionnelle. Depuis 16 ans que je défends des victimes d'amiante, jamais aucun employeur ne s'est présenté à une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale. Jamais. On parle des maladies professionnelles, beaucoup. Et en fait, on se rend compte que derrière ces maladies professionnelles, il y a tout un tas de tiroirs qu'on peut tirer et qui sont symboliques de plein de choses. J'ai aussi beaucoup parlé, et ça compte, c'est très important pour moi, de la dimension du chantage à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, un ouvrier qui est malade, non seulement il est malade, il sait en général que sa maladie, elle est due à cause de son travail, mais il a peur d'une chose, et pas que lui, mais surtout ses collègues aussi, c'est que en fait, sa maladie et le fait de remettre en cause justement les conditions de travail peuvent avoir des conséquences sur, par exemple, la fermeture de l'usine, et les patrons, en général, usent de ce stratagème de façon délibérée et sans vergogne. Et donc quand je dis qu'il y a de la lutte aujourd'hui la lutte des classes n'a pas franchement disparu, ça peut paraître un peu dépassé de dire la lutte des classes. Mais si vous voulez, quand on se rend compte finalement qui défend les employeurs et qui défend les victimes, eh ben on se rend compte que du côté des médecins qui en grande partie, de façon générale, n'ont pas joué leur rôle, d'avoir les yeux, d'avoir un regard clair et objectif sur les causes des maladies que rencontrent les victimes, dont sont victimes les travailleurs, par exemple. Par exemple, il y a une très très forte difficulté pour les médecins du travail à déclarer des maladies professionnelles, pour les mutualités, pour les médecins de la sécurité sociale ou les médecins de la MSA à déclarer ces maladies professionnelles. Eh bien, on se rend compte que finalement, ces médecins, ces juges et puis ces hommes politiques sont tous d'un même côté. Si on parle de classe, d'un même côté au niveau des classes sociales. Ils sont plutôt du côté de ceux qui décident, des notables. Et en bas, il y a les victimes qui sont en général des salariés ou des petits agriculteurs. Et donc la lutte des classes, oui, elle est là. Elle est là, il faut pas l'oublier. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire la révolution, mais ça veut dire qu'il faut en avoir conscience, quoi. Il y a des pouvoirs politiques, il y a des pouvoirs de caste, il y a des choses il y a des solidarités de classe qui sont mises en action dans toutes ces affaires-là. Il faut en avoir pleinement conscience pour, essayer de toucher un petit peu la vérité. Voilà, on a fait une projection au Parlement européen, mais aucun député n'est venu.
On a fait aussi une projection au Sénat au mois d'octobre, à part Nicole Bonnefoy, sénatrice de Charente, par lequel on avait obtenu la projection. Aucun sénateur n'était là. C'est très très compliqué. Vous savez, les hommes politiques qui sont aussi, alors je pense aussi dans le, comment dire, pas dans le culte, mais dans dans le fait de cultiver leur propre image et leur propre parcours. Donc ce sont des gens très occupés, qui sont pas prêts non plus finalement, je trouve, à beaucoup d'ouverture et à beaucoup de rencontres qui ne satisferaient pas trop leurs intérêts. En tout cas, dans lequel de rencontrer des gens en qui ils ne pourraient pas les aider plus tard. Il y a cette dimension-là qui me gêne chez les politiques quand même.